Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédacteur en chef du magazine L'Encre Noire. Ensemble, nous allons accueillir notre invité du jour, Rodney Robert, militant activiste contre l'empoisonnement au chlordécone dans les Antilles et plus particulièrement en Martinique et en Guadeloupe. Bonjour Pablo, bonjour Rodney Robert, comment ça va aujourd'hui? Ça va Bonjour, bien? bonjour Pablo, bonjour Carole, ça va bien et vous? Très bien. Monsieur Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous de m'avoir invité, merci. Et puis les militants, les jeunes militants particulièrement, nous vous remercions pour cette opportunité de discuter de ce qui se passe chez nous. Très bien. Alors, beaucoup de gens vous connaissent sur les réseaux sociaux à travers vos actes de militants, d'activistes, mais j'aimerais que vous nous présentiez qui est le vrai Rodney Robert, s'il vous plaît. Bon, on essaiera de faire court. Rodney Robert est un jeune Martiniquais qui a grandi à Montréal dès l'âge de 11 ans, très attaché à sa Martinique, très attaché tout simplement par rapport à mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Comme beaucoup de jeunes Martiniquais et de jeunes Martiniquaises, cette filialité est restée ancrée en moi. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus que ça. Alors, vous vivez à Montréal, mais vous vous engagez en effet sur ce combat-là, c'est au niveau du chlordécone. Mais avant qu'on arrive un peu, on aille un peu plus en détail, j'aimerais vous demander, de prime abord, quand je dis femme et pouvoir, quelle est la première image qui vous vient en tête? Mon arrière-grand-mère, sans hésiter, une femme qui vient d'un milieu extrêmement, venait, elle est décédée, bien sûr, mais qui venait d'un milieu extrêmement modeste, qui a élevé une douzaine d'enfants toute seule, s'est occupée de ses petits-enfants, une quinzaine, qui s'est occupée de ses arrière-petits-enfants, dont moi, qui ne parlait pas un mot de français, qui ne parlait que la langue martiniquaise, qui ne savait pas lire, pas compter, mais qui était d'une brillance incroyable, qui était la guérisseuse avec la médecine traditionnelle au niveau des plantes médicinales traditionnelles du pays, du quartier, qui s'occupait de beaucoup de malades du quartier. Donc, les éloges pourraient continuer jusqu'à la semaine prochaine. Ah, C'est très moi. bien. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, dans le cadre, je vais pas mâcher mes mots, dans le cadre de la colonisation française qui perdure, notamment aux Antilles françaises, pour moi, par rapport à notre peuple, c'est de pouvoir déjà survivre, parce qu'on vit des choses extrêmement graves, pouvoir vivre selon nos paradigmes, déjà dans le cadre de notre pays, dans le bassin caribéen, pouvoir s'autodéterminer, devenir être autosuffisant alimentairement, devenir je sais pas, une puissance économique stable, collective. Voilà, pour moi, c'est d'être capable de vivre selon nos critères, selon nos aspirations. C'est d'être en mesure de le faire ou de ne pas être en mesure de le faire. C'est dans ce cadre-là que je conçois le pouvoir, en tout cas. Donc, en fait, pour vous, le mot pouvoir rime avec indépendance. Je ne sais pas, des fois il y a des indépendances de façade, mais en tout cas, émancipation. Très bien. Donc, allons dans le vif du sujet. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer qu'est-ce que l'empoisonnement au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe? Alors, le chlordécone est un pesticide, un insecticide organochloré qui a été déversé aux Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, de 1972 jusqu'à officiellement en 1993, dont une période dérogatoire de 90 à 93, deux autorisations de dérogation autorisées par l'État français. C'est-à-dire que c'était interdit, ça a été finalement interdit en 1990 en France, mais apparemment en Martinique et en Guadeloupe, nous sommes entièrement français, mais français entièrement à part.
Hmm. Donc, ça a été autorisé par dérogation à 2 reprises jusqu'à 93. Et justement, c'est quoi l'impact de ce poison sur les populations locales? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chlordécone est rémanent. Donc, c'est-à-dire que ces effets néfastes et contaminateurs restent imprégnés dans les sols. Et dans le cas de la Martinique et la Guadeloupe, c'est au minimum 500 ans. Ça augmente les risques de thyroïde. De nombreux cas, il y a énormément de cas d'endométriose chez nous, précoce et sévère. Ça augmente les risques de puberté précoce chez les jeunes filles. Euh, Écoutez, il y a énormément d'exemples. Des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. Ça augmente les risques de naissance prématurée drastiquement. Ça altère la fertilité. C'est un poison pour le système nerveux. Ça augmente les risques de cancer, notamment de la prostate. La Martinique est numéro 1 mondiale du nombre de cancers, en fait, de la moyenne de nombre de cancers de la prostate par homme, par habitant. Donc, c'est en moyenne 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes chaque année. Et c'est une contamination qui se transmet de la mère à l'enfant par le cordon ombilical. Que répond la métropole, la France, à tout ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des prises de position verbales. Il y a eu 2 commissions au fil des années, 2 commissions parlementaires. Mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons aux côtés des empoisonneurs au quotidien. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre martiniquais d'un apartheid moderne. C'est-à-dire que la Martinique a son histoire et les grands propriétaires terriens qui ont les grandes plantations de bananes sont des descendants des esclavagistes, des premiers colons, qui se sont reproduits entre eux en race pure. Donc, je dis ça de façon brutale comme ça, mais c'est la vérité pure et simple. Et qui sont en situation de monopole économique. Et la Martinique est encore une situation d'économie de comptoir colonial. Donc les bateaux partent avec des produits bruts, donc notamment la banane, et reviennent avec des produits finis. Ce sont les mêmes opérateurs économiques et qui se sont les mêmes opérateurs économiques depuis les années 1600, 1700. Donc qu'est-ce qu'ils disent l'État français? C'est-à-dire que l'État français et ses monopoles économiques sont en concubinage depuis des siècles en fait. Donc, et se protègent les uns les autres et sont de connivence les uns les autres. Et nous savons, nous connaissons les noms des empoisonneurs. Donc, il y a notamment un qui est décédé depuis quelques années, Yves Ayotte, qui est d'une famille illustre, qui est l'aîné de Bernard Ayotte. C'est très, je pense, très convenant pour eux de pointer le doigt à quelqu'un qui est décédé, Yves Ayotte, qui était une grosse tête, mais il avait des partenaires économiques qui sont encore vivants, dont on a les noms, qui sont encore des acteurs économiques de la banane et qui ne sont jamais inquiétés, qui n'ont jamais été invités à aux différentes commissions parlementaires, ne serait-ce que pour les entendre. Je propose qu'on marque une petite pause et on revient dans quelques instants et on va poursuivre cette entrevue. Nous sommes de retour avec notre invité Rodney Robert. Vous avez été victime des violences policières lors des manifestations en 2020 et que vous avez personnellement été touché. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et surtout comment est-ce que vous avez géré le traumatisme et le post-traumatisme, s'il vous plaît? Alors, le 13 janvier 2020, il y avait un procès de 7 militants qui font partie de ceux qui dénoncent cet empoisonnement haut et fort. Écoutez, pour nous, c'était bon enfant, c'est-à-dire que nous sommes rassemblés. Moi, j'étais en chemise, d'autres étaient en short, en sandales. On ne s'attendait pas
à ce qu'il y avait des personnes âgées, des enfants, des mères des mères et leurs enfants, des parents et leurs enfants. On ne s'attendait pas à se retrouver devant le palais de justice, devant une armada. C'était littéralement une armada de gendarmes et de policiers prêts à en découdre, quoi. Et il y a eu un mouvement comment dire ça, de colère de la foule parce qu'ils nous ont refusé l'entrée à la cour du palais de justice. Pour nous, c'est un procès qui devait être public, c'est un procès d'une importance collective et publique, quoi. Et c'est-à-dire que tout de suite, ça a été bombe lacrymogène sur des enfants, des femmes, des personnes âgées, des citoyens. Au bout de 40-45 minutes de bombes lacrymogènes à répétition, moi je filmais. Et au bout d'un moment, je suis sorti de la cour, parce que je suis rentré dans la cour, je suis sorti de la cour et la jeunesse s'est défendue ce jour-là. Moi j'ai été touché à moins de 5 mètres d'un tir de flashball en pleine bouche, en plein visage, en pleine bouche. Et on peut voir sur les images que ça a été d'une rare violence. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Comment est-ce qu'on vit ce traumatisme et ce sentiment d'injustice, en fait? Déjà, de un, moi, je l'ai vécu comme si on me disait littéralement ferme ta gueule. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais crûment, moi, c'était le sentiment que j'ai ressenti, que j'ai vécu. J'en ai pleuré. Je me souviens d'une scène où est-ce que j'étais à l'hôpital dans la salle d'attente, complètement ensanglanté, la bouche complètement défigurée, les deux lèvres complètement éclatées. C'est une dame, une infirmière qui a été prise d'un moment d'humanité, qui m'a prise dans une salle à part et qui m'a nettoyé. Et tous ces petits gestes qui m'a nettoyé, j'ai fondu en larmes par ce geste d'affection, quoi. Et en fait, c'est tous ces petits gestes-là, toutes ces petites attentions où les militants s'entraident, où les gens prennent de tes nouvelles, ou le fait, ne serait-ce que le fait que je n'ai pas été, c'est-à-dire que j'ai été tiré par les militants et les militantes hors de portée des gendarmes. Et rien que ça, de ne pas avoir, parce que voilà, j'aurais pu vivre, on aurait pu me prendre en garde à vue, c'est arrivé à d'autres militants qui ont été victimes de violences, et que c'est eux qui sont mis en garde à vue, et que c'est eux qui sont poursuivis judiciairement, justement. Donc j'ai pas eu à vivre ça, j'ai pas eu à vivre ce traumatisme-là. Donc déjà, ça a été plus facile pour moi que d'autres. J'ai pas été le seul blessé le 13 janvier, il y en a eu d'autres, c'est juste que j'ai été le plus illustre. Comment on vit ça? Très difficilement, mais comme je vous dis, j'ai pu me reconstruire parce que je n'ai pas eu à vivre certains traumatismes psychologiques, notamment la garde à vue. Et ce jour-là, en tout cas, j'ai fait d'autres gardes à vue. Et je suis retourné sur les blocages et sur les boycotts. Et ça aussi, ça m'a aidé, malgré mes séquelles, ça m'a aidé à me reconstruire psychologiquement, de continuer à lutter. D'ailleurs, récemment, il y a encore eu le 27 février dernier une autre manifestation, puisque semble-t-il que la plainte qui a été déposée risque de tomber sous les coups d'une prescription et que ça ne puisse pas aboutir. Donc, il y a eu une grosse manifestation qui a réuni plus de 40 000 manifestants. Est-ce que cela vous donne de l'espoir? Oui, largement, franchement. Ça montre que la jeunesse qui s'est fait dans les foudres du système colonial français s'est abattue en termes de répression policière, de gendarmes, en termes de propagande médiatique, en termes de politique qui sont des vassaux. Malgré ça, là, cette jeunesse-là est restée mobilisée coûte que coûte, malgré qu'elle se soit fait traîner complètement dans la boue. Ça a porté fruit. Et donc, ça fait plaisir. Oui, les plaintes qui ont été déposées depuis 2004 et 2006 ont été reçues finalement récemment, il y a quelques semaines, pour se faire dire par des juges à Paris que préparez-vous, il risque d'avoir prescription. Donc, on fait traîner en longueur, De toute façon, ces grandes puissances économiques, ils ont des cabinets d'avocats, ils ont des lobbies.
Donc voilà, ils ont des stratégies, ils font traîner en longueur, et puis après ça, on nous parle de prescription, de documents qui ne seraient pas disponibles, pas consultables avant 2044. Non, c'est plus qu'un scandale, c'est un crime colonial, c'est n'importe quoi. Alors, c'est quoi l'implication des populations locales vis-à-vis de cette intoxication? Puis vous avez dit déjà que les procès se tiennent à huis clos. Donc, comment les locaux font? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, les procès dont on parle, qui tentent de se tenir à huis clos ou d'être dépaysés, des choses comme ça, ce sont des procès par rapport à la répression des militants. La population, donc c'est vraiment le cadre martiniquais, c'est un apartheid moderne, c'est très très particulier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctionnaires en Martinique, donc qui travaillent pour la France, donc énormément de gens qui sont dans l'omerta, qui ne se positionnent pas ouvertement, en tout cas jusqu'à samedi, où il y a eu plus de 40 000 personnes dans les rues, donc les paroles commencent à se délier. Et ceux qui travaillent dans le privé, il y a des monopoles économiques en Martinique, donc les mêmes monopoles dont je vous ai mentionné, et donc les gens sont dans l'omerta aussi. Il y a énormément de gens qui n'ont pas nécessairement les moyens ou l'énergie de se déplacer ou d'être en première ligne dans certains mouvements de manifestation. Et par contre, il y a plusieurs façons de s'impliquer. Je pense que la première, c'est de se délier sa parole. Et dans la mesure où on a tous un membre de notre famille qui est malade, qui a une maladie liée à ou des problèmes de santé liés à cet empoisonnement, je pense que la première chose, c'est juste d'en parler. C'est chose faite, la jeunesse a réussi à délier la parole des gens. Et samedi, ça a porté fruit. Vous avez un message pour la diaspora martiniquaise et autres diasporas concernant ceci? Oui, bien sûr, et merci vraiment de me donner cette chance, Pablo. C'est que déjà de se pencher sur les problématiques qui les concernent. Ce sont des problématiques qui nous concernent tous et toutes en tant que Martiniquais, Martiniquaises, en tant que Guadeloupéens, Guadeloupéennes aussi. De se pencher sur ces problèmes, de se renseigner amplement. L'information est abondante, disponible juste en tapant chlordécone. Je veux dire, c'est des centaines de pages qui apparaissent. Et de se rapprocher de l'AMSES, du docteur Jos Pélage, s'ils veulent de plus amples renseignements, de se rapprocher du comité 13 janvier 2020, qui est un comité d'anciens militants qui entoure les militants qui sont victimes de répression, de se rapprocher de zéro chlordécone, zéro poison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les résidus de pesticides sont autorisés dans l'alimentation en Martinique et en Guadeloupe. Donc, tous les jours, à petit feu, nous nous empoisonnons. Donc, de se rapprocher de cette association, zéro chlordécone, zéro poison, s'ils veulent de plus amples renseignements, et de se rapprocher du collectif des ouvrières et des ouvriers agricoles empoisonnés, qui ont été en première ligne parce qu'ils ont utilisé à main nue entre 72 et 93, pendant une certaine époque aussi, ils ont utilisé à main nue le produit. Et ben voilà, ils en vivent, ils en subissent les conséquences. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer largement, longtemps avant les médias, de rencontrer des ouvrières et des ouvriers agricoles empoisonnés qui ont une histoire particulière et qui fait partie de l'histoire de la Martinique. Donc, si les gens veulent de plus en plus de renseignements, qu'ils se rapprochent de Yvon Sérénus et du collectif des ouvrières et des ouvriers agricoles empoisonnés. Très bien, mais on mettra toutes ces informations à la disposition des gens qui nous regardent, de manière à ce qu'ils puissent vous suivre et surtout soutenir ce combat s'il y a des bonnes volontés qui souhaitent vous rejoindre. Donc, OK, avec tout ceci, que vous inspire le mouvement de Black Lives Matter? C'est un mot d'ordre, je trouve, qui a su rassembler. Bon, il y a de la récupération politique, comme dans tout. Quel propos le plus raciste ou sexiste avez-vous entendu et comment avez-vous réagi? Sexiste, je ne sais pas, je ne pourrais pas me substituer à la parole des femmes. Mais raciste, j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, je travaillais, je pense, un job d'été
à la CSDM en tant qu'aide-concierge. Et en me rendant sur mon lieu de travail, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique et il y a une voiture qui s'arrête devant moi en trombe avec deux Québécois. Et l'un d'eux sort de la voiture et me balance un café en plein visage et me dit retourne dans ton pays. Et il s'en va. Et ça m'a Vous marqué. avez comment ça? J'ai été détruit. Ouais, Hmm. ça m'a marqué. Ça marque, hein? Ça marque ces choses-là. Ouais. Donc, Carole? Oui, j'en suis bouche bée, mais bon, à chaque fois, ça provoque toujours le même choc, en fait. Oui. Est-ce que vous avez une citation ou une parole qui illustre le plus vos engagements ou votre combat? Alors, ce serait de Siméline Jean-Baptiste qui porte notre voix en musique en première ligne au niveau des jeunes militants. Ce serait en créole, c'est tuez moins, ancêtres pas qu'à mort. Ce qui signifie vous aurez beau nous tuer, mais les ancêtres ne meurent jamais. Très bien. Est-ce qu'en préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise votre combat ou le pouvoir ou la masculinité? À quoi vous avez pensé? Masculinité, je sais pas, mais la photo, ce serait juste avant que je reçoive le tir de flashball, je tenais une pancarte, c'est cette photo-là, on m'a pris en photo, et la pancarte, c'est marqué dessus non à la violence coloniale, et j'ai la bouche grande ouverte. D'où le fait que quand j'ai reçu le tir de flashball, par la suite, pour moi, c'est comme si on m'avait dit de fermer ma gueule, en fait. Mais merci beaucoup, Rodney Robert. Notre entrevue touche déjà à sa fin. Vraiment, Pablo, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour notre invité avant que je ne puisse conclure? Oui, je trouve ça très triste, très décevant, cette impunité coloniale que la France continue à avoir. Puis c'est très important de se lever, qu'on se regroupe pour empêcher des populations entières d'être pire que marginalisées, c'est carrément être détruites, être sous-évaluées, être dépossédées. C'est très grave et il faut du changement. Ouais. Ouais. En tout cas, on n'a pas le choix parce qu'il en va de notre survie. C'est même plus une question d'autodétermination, c'est une question de survie. En fait. C'est un génocide. Très bien. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Rodney, d'avoir passé ce temps avec nous et surtout d'avoir partagé ces moments aussi importants et aussi intenses, vraiment. Et nous ne manquerons pas de suivre et de vous soutenir dans ce combat-là. Merci beaucoup, Pablo, pour ce moment avec moi dans Hommes et Pouvoir. Merci à vous, merci Carole, merci Pablo, merci pour cette occasion. Très bien. Bah, c'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.